Bonjour à tous, bienvenue sur Zebra TV, une chaîne consacrée à la data science. Je suis Grégory, j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans le développement d'applications qui s'articulent autour de la data science, dans le domaine du traitement du langage, du computer vision, de l'IoT ou même de la finance. Créer cette chaîne, tout simplement pour moi, c'est une façon de m'exprimer sur le sujet, qui est en même temps une passion. Et d'ailleurs, si vous avez besoin de compétences en data science, n'hésitez pas, vous trouverez mon lien vers mon profil LinkedIn dans la description de la vidéo. Alors dans cet épisode, je vais vous parler des réseaux de neurones récurrents. J'aime pas le terme réseau de neurones, mais voilà, ça s'appelle comme ça. L'idée, c'est de traiter les informations en séquence. Et quelque part, on revient à la même idée que la convolution. Finalement, on réduit les paramètres finalement en gérant les paramètres au niveau du modèle d'une autre façon. Donc ça présente des avantages et des inconvénients par rapport à la convolution. Les deux finalement sont complémentaires. L'objectif c'est toujours le même, réaliser une réduction du nombre de paramètres et rendre l'apprentissage par descente de gradient plus efficace. Donc l'idée, c'est, on prend l'exemple d'un grand vecteur, par exemple de 512 dimensions, grand X. Bon, immédiatement, ce qu'on peut dire, c'est que l'idée des réseaux de neurones récurrents, c'est que finalement, cette séquence, cette time series, cette série temporelle, elle peut être de dimensions variables. Voilà, donc on part du principe ici qu'on a 512, donc on a une dimension qui est assez élevée, et on va fractionner cette time series avec un vecteur que je vais appeler petit x, qui est bien sûr de dimension plus petite, mais qui est d'une dimension constante, donc par exemple 32. Donc je vais écrire 32 ici. Et finalement, on va avancer un peu, quelque part comme la convolution, le long de cet axe en considérant qu'il s'agit du temps. Donc ici, on a t égale 0, et puis plus loin dans la séquence, finalement, on a t plus 1, t moins 1. Donc si on reprend le formalisme habituel pour représenter notre système linéaire, en fait on va présenter notre entrée de cette façon, c'est-à-dire qu'on va appliquer ici le petit x, qui est une fraction du vecteur grand X, mais de largeur de dimension constante, donc j'ai dit 32. Et on va également concaténer un vecteur que je vais appeler h de t. En fait, ce vecteur, c'est quelque part l'historique. C'est ce qui va nous permettre de d'écrire en quelque sorte une histoire sous forme d'unbendings. Donc, ensuite, bien sûr, je reviens à mon système linéaire, c'est-à-dire j'ai une matrice A entraînable, un biais entraînable. Et ici, donc je génère donc un résultat, une sortie. À noter que cette largeur est égale à cette largeur. Voilà. Donc on sort via une fonction non linéaire, tangente hyperbolique. Donc tangente hyperbolique, voilà, c'est quelque chose qui évolue entre 1 et moins 1, et qui est à son centre, qui est linéaire quasiment, avec une pente de 1. Voilà. Et ensuite qui sature vers 1 et moins 1, à peu près de mémoire, je pense que c'est entre 2 et moins 2 que finalement on sature. Voilà. Et donc ça va nous créer un unbendings suivant à t plus 1. Donc l'idée du réseau de neurones récurrents, c'est qu'on va traiter
la série temporelle de longueur d'une dimension importante, mais peut-être d'une dimension variable, sous forme de fragments plus petits. On va les traiter par séquence, et donc on va enchaîner en partant d'un vecteur h qui est initialisé h0 à l'instant t0 qui est initialisé à 0. Mais ensuite, on va réaliser une récurrence, c'est-à-dire que à l'instant suivant, on va réutiliser h de t plus 1 et on va le concaténer ici dans notre vecteur d'entrée, etc. Mais finalement, on va réutiliser les mêmes paramètres. Donc une autre façon de représenter la cellule que je viens d'écrire, souvent ce qu'on utilise comme représentation, ici on utilise ce type de représentation. Ici on a en entrée h0, donc c'est un vecteur qui quelque part est un embedding qui décrit notre histoire. Notre histoire a été initialisée à 0 ici. Puis on va entrer x0, petit x0, qui est finalement le premier fragment de notre série temporelle. Ce qui nous permet de construire h1, donc le vecteur caché, l'embeddings à l'instant suivant, etc. Et on va enchaîner, toujours avec la même cellule, on va enchaîner et construire notre histoire, etc., etc. Donc, il faut bien comprendre que ici, les paramètres A et B sont les mêmes. Donc, on entraîne les mêmes paramètres. Donc, c'est là qu'on comprend qu'il y a... on factorise finalement, on réduit la dimension de notre modèle parce qu'on réutilise les mêmes paramètres. Et finalement, on enrichit ce vecteur caché, cet embeddings, avec des features qui finalement correspondent à ce qui s'est passé dans la série temporelle. Et à un moment donné, lorsqu'on a accumulé suffisamment d'étapes, on peut s'arrêter à un état, c'est-à-dire à un nombre d'étapes qui peut être variable justement, d'où l'intérêt de traiter des séries temporelles de longueur variable. On peut s'arrêter à t égale 4, t égale 30, etc. Et par exemple réaliser une classification. Donc à ce moment-là, si je prends l'exemple à t égale 3, on prend le vecteur h3 qui représente notre embeddings à cet instant-là, qui décrit finalement l'état du modèle lorsqu'on a traité ces trois sous-vecteurs d'entrée, et on va le multiplier à un système linéaire différent cette fois-ci. Donc on n'est pas sur A et B, on est sur par exemple A2 et... alors non, je ne vais peut-être pas utiliser A2, je vais utiliser justement A3 et... donc là j'ai plus de place, mais B3. Voilà, en sortie, donc lorsqu'on multiplie, voilà, on peut sortir vers une dimension quelconque pour classifier quelque chose. Par exemple ici j'ai deux sorties qui me permettent de classifier deux classes. Voilà, si on reprend notre exemple de train d'impulsion, on compte les créneaux doubles et les créneaux simples. Voilà, on peut, une fois qu'on a réalisé la récurrence en fractionnant notre vecteur, on prend H3 et on entraîne une matrice de décision finale qui nous permet de classifier notre train d'impulsion. Donc ici, j'ai repris une représentation des cellules. Donc en fait, il s'agit de la même chose que l'écran précédent. Tout simplement, cette cellule contient bien la concaténation de mon vecteur caché précédent avec le vecteur petit x. Donc on le multiplie par A et on ajoute B et on le passe par une fonction d'activation tangente hyperbolique. Voilà, donc cette cellule se répète et on crée la récurrence de cette façon. Le gros inconvénient de ce système,
Donc je finis d'écrire mes variables. Voilà, donc on va traiter notre série temporelle élément par élément. Le gros inconvénient, c'est que pour réaliser l'apprentissage, on est obligé de déplier l'intégralité du réseau de neurones récurrents. Donc on peut comprendre que si on traite des séquences longues, finalement, c'est l'équivalent d'un réseau deep learning très profond. Et il y a un inconvénient majeur à réaliser ça, c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, on a des difficultés à entraîner des réseaux de neurones très profonds parce que au plus on accumule des couches, au plus finalement on est confronté à un phénomène qui est l'amenuisement du gradient. C'est-à-dire que dans la première vidéo, j'ai exprimé une descente de gradient très simple avec une fonction linéaire. En fait, il y a un effet lorsque finalement notre fonction f est un empilement de fonctions linéaires et non linéaires, donc avec extrêmement profond, avec donc beaucoup de couches. Finalement, on peut, si on rentre dans le détail du calcul, on peut voir que la force du gradient finalement s'amenuise de couche en couche. Donc là, c'est ce qui va se produire. Au plus on va traiter des séquences avec un nombre d'éléments important, donc au plus on va monter, voilà, au plus on va enchaîner les cellules pour traiter des séquences longues, au plus finalement on va éprouver des difficultés à entraîner A et B, qui sont factorisés ici, pour prendre en compte des séquences longues. Donc l'effet, il n'est pas catastrophique, ça fonctionne tout de même, mais seulement finalement, on va se rendre compte que notre réseau de neurones récurrents en l'état n'a pas une mémoire extraordinaire. C'est-à-dire que après quelques récurrences, finalement, l'information qu'on peut apporter ici, finalement, elle est presque totalement évacuée au fil des récurrences. Donc finalement, ce réseau n'a pas une mémoire extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on passe par un système linéaire, non linéaire. Et lorsqu'on réalise la descente de gradient, systématiquement, il y a un amenuisement. Parce que, voilà, on passe systématiquement par ce système. Donc ce problème de l'amenuisement du gradient, il a été résolu il y a déjà longtemps, il y a plus de 20 ans, avec l'introduction d'une cellule plus complexe qui agit un peu comme une soupape finalement, et qui, la plupart du temps, peut laisser passer le vecteur h dans son intégralité. Donc cette cellule qui s'appelait LSTM, qui a été développée en 1999, elle a été améliorée depuis avec des versions plus simples qu'on appelle aujourd'hui GRU, Get Recurrent Unit. Donc là, je vais essayer d'expliquer physiquement le fonctionnement de Get Recurrent Unit. Pour ça, il faut déjà comprendre quelles sont la signification de ces opérateurs mathématiques. Donc là, quand on parle de cet opérateur, ici dans ce graphe, voilà, on prend par exemple deux vecteurs de même dimension. Voilà. Donc je vais prendre par exemple A et B. Donc le résultat, c'est un vecteur de même taille, donc c'est pas une multiplication de matrices, hein, mais on va ici, on va multiplier A1 et B1. Donc finalement, on réalise simplement une multiplication de ces éléments-là. On affecte le résultat ici, une multiplication de ces éléments-là, on l'affecte ici, etc. Et donc ici, on a les tailles qui sont identiques. Donc voilà pour l'explication de cet opérateur. Et quelque part, le plus, c'est la même chose. C'est l'addition voilà, qu'on connaît. On a A et B. Et le résultat, c'est un vecteur ou une matrice d'une même dimension. Et voilà, on va additionner ces termes-là, on va le stocker ici. Donc, comment fonctionne cette porte? Donc là, je reprends mes notations, parce que j'ai pas exactement les mêmes... Voilà, et là, je vais sortir H1. Donc,
Ici, on voit qu'on a trois systèmes, trois enchaînements linéaires, non linéaires, en passant par tangente hyperbolique. Donc ça, finalement, c'est notre chemin habituel pour la récurrence. Donc si la porte se comporte comme une cellule récurrente classique, finalement, le cheminement, ici, il est celui-là. Donc finalement, on se comporte, on laisse passer les valeurs hein, dans leur intégralité. Ici, donc ça veut dire qu'on va concaténer H0 et X0. Et donc on va ensuite appliquer notre système linéaire A et B. Et on va appliquer tangente hyperbolique. Et ici, cette porte, enfin ce système, va finalement laisser passer les valeurs. Et on va les additionner, puisque ici on a des valeurs qui peuvent être annulées ici par cette porte. Donc ce système linéaire, enchaîné avec une fonction sigmoïde, donc je rappelle l'allure d'une fonction sigmoïde, c'est une fonction qui part de 0 et qui sature à 1. Voilà, donc c'est une fonction d'activation. Donc l'intérêt, c'est qu'elle varie de 0 à 1. Donc finalement, on peut comprendre que ici, en prenant en compte H0 et petit x0, on va prendre une décision, on va calculer, on va apprendre et obtenir une fonction, une sortie z qui va pouvoir laisser passer le nouveau vecteur caché qu'on a calculé ici. Donc, mais ça va pas se faire de façon ça va se réaliser dans le détail des features qui sont contenus dans l'embedding, dans le vecteur caché. C'est-à-dire qu'on peut très bien laisser passer toutes les valeurs du vecteur, mais également agir seulement sur une ou deux features. D'où l'intérêt d'économiser au niveau de l'amenuisement du gradient, c'est-à-dire on intervient seulement sur une partie du vecteur. Et lorsque on a des sorties qui sont à 1, ici on comprend qu'on laisse passer, quelque part on ouvre ce robinet. Et par contre, ici on réalise 1 moins z, donc si on a 1 ici, on a 0. Donc en multipliant par 0, finalement, on ouvre ici, ou quelque part, on remet à 0 feature par feature les features qu'on va réécrire. Donc cet opérateur plus, ici, va justement interchanger seulement les features qu'on a recalculées dans notre embeddings. Voilà, donc en gros l'idée, ça veut dire que donc on n'agit pas comme une soupape réellement binaire sur l'intégralité du vecteur, mais on agit bien dans le détail de chaque feature. Et on a une troisième porte ici qu'on peut évoquer qui est capable de réinitialiser, d'effacer certaines parties du vecteur de la même façon. Ici, on vient agir avec une sortie sigmoïde, donc c'est un troisième système avec une sortie sigmoïde qui permet de venir réaliser un reset dans notre vecteur, mais un reset bien sûr qui est partiel. Donc il faut comprendre que toutes ces portes finalement ont une action qui est qu'on pourrait qualifier de chirurgicale sur le vecteur d'embeddings qu'on va créer. Donc on peut décider de le laisser passer dans son intégralité, on peut décider de le modifier dans son intégralité ou de modifier seulement en partie certaines features. Voilà, donc si on interchange les cellules récurrentes classiques par les cellules GRU, voilà, si on résume, on reprend notre séquence, nos sous-vecteurs X rapidement. Voilà, donc ce qui peut se passer, c'est que effectivement, on va à la fois passer ce vecteur caché comme ceci, mais potentiellement,
Voilà, on va avoir un chemin qui va passer par, pour certaines features, ce qui va permettre de lutter contre l'amenuisement du gradient. C'est-à-dire que la plupart des features pourront être en quelque sorte inchangées et on ne réécrira que ce qui est réellement nécessaire, ce qui va permettre de lutter contre l'amenuisement du gradient. Donc en fait, on peut représenter ça par finalement un trait plus épais ici, c'est-à-dire qu'on laisse passer la majorité des features et on ne réécrit que finalement ce qui est nécessaire grâce à ces systèmes qui apprennent finalement en fonction de la séquence, finalement, ces deux systèmes en sortie, présentant une sortie sigmoïde, apprennent à réécrire les features uniquement nécessaires au fil des récurrences. Voilà, donc maintenant je vais vous proposer d'utiliser un GRU sous forme d'un exemple de code Python. Alors je vais reprendre exactement le même dataset que dans l'épisode précédent. Donc il s'agit des trains d'impulsion pour lesquels on avait montré une limite en utilisant un système dense, linéaire, non linéaire dense. Donc je rappelle, l'idée c'est on a 11 slots dans lesquels on écrit des créneaux, soit des doubles créneaux, soit des simples créneaux. Donc finalement on a deux patterns différents dans nos 11 slots. Donc ça nous donne des trains d'impulsion avec une combinatoire qui est assez élevée, à 2048 possibilités. Donc ensuite, ici j'initialise mon modèle GRU. Donc bien sûr il existe une implémentation de GRU dans PyTorch. Donc ici j'ai réécrit l'intégralité du GRU, mais un GRU qui est un peu simplifié, qui est plus lisible pour la démonstration. Donc l'idée c'est que je crée une cellule, donc en reprenant les équations que j'ai montrées à l'intérieur de la cellule, c'est-à-dire j'ai mon vecteur petit x d'entrée, le vecteur caché précédent, et voilà, je crée ce système de portes, et voilà les équations qui permettent d'aller réaliser le reset et la porte la sortie de la porte Z finalement qui permet de réécrire une partie du vecteur. Voilà, donc c'est écrit ici et donc on voit ici l'initialisation lorsqu'on réalise l'inférence totale du modèle. On va réaliser les récurrences. Donc on part d'un état, donc d'une histoire qui est remise à 0. Donc je parle d'histoire, quelque part je pense que ça a un sens de parler d'histoire parce que on a utilisé beaucoup ces modèles dans le traitement du langage et d'une certaine manière ce vecteur caché contenait la sémantique d'une séquence de mots finalement. Donc je trouve que c'est intéressant d'évoquer le terme histoire. Alors c'est pas parce qu'il s'appelle H. H ça provient de la dénomination hidden, parce que c'est un vecteur caché. Donc on initialise ce vecteur caché, cet embeddings à 0. Ensuite on va réaliser la boucle de récurrence, c'est-à-dire qu'on prend chaque élément du vecteur x dans cette séquence et on va calculer le vecteur caché suivant h de t plus 1 et on ajoute dans une liste qui est un peu inutile dans cette implémentation, on ajoute les différentes versions des vecteurs cachés dans une liste. Et à la fin, on crée une décision finale en utilisant le dernier embeddings dans cette liste. Donc il faut bien comprendre que là, c'est une version simplifiée qui prend en compte des séquences de longueur constante. C'est-à-dire on a toujours la même longueur de séquence.
faut bien comprendre que si on veut vraiment utiliser l'intérêt des réseaux de neurones récurrents, on va travailler sur des séquences de longueur variable, comme par exemple des phrases. À ce moment-là, ça veut dire que lorsqu'on crée une classification finale, finalement, pour chaque état, par exemple H3, H4, H5, finalement, on aurait un système linéaire qui est spécialisé dans la classification finale à cet état-là. Donc là, comme on a des séquences de longueur constante, ben, on a un seul système linéaire en sortie pour réaliser une classification. Voilà, donc pour écrire un GRU qui prendra en compte des séquences de longueur variable, il faudrait faire quelque chose d'un peu plus compliqué en ayant finalement un tableau, plusieurs systèmes linéaires pour la décision finale qui en fait sont en fonction de la longueur de la séquence. Là, ça permet d'avoir l'intégralité du code source pour faire des tests sur le GRU. Donc ici, j'ai ma taille d'entrée, donc j'ai des trains d'impulsion d'une longueur de 512. Donc je les segmente en vecteur petit x de taille 16. Donc ce qui me donne 32, une longueur de séquence de 32. Et ici j'ai initialisé la taille de la couche cachée, donc finalement c'est la capacité de l'histoire en quelque sorte à 64. Donc étant donné qu'on a 11 slots, il est pertinent de prendre une dimension pour la couche cachée qui va être capable d'encoder finalement quelque chose qui correspond à la combinatoire de notre dataset. Voilà, donc j'instancie le modèle et les différentes fonctions d'erreur et optimizer qui n'ont pas changé depuis les épisodes précédents. Et là, je peux lancer l'apprentissage, pareil, qui n'a pas réellement changé, à part le fait que j'ai ici changé j'ai organisé en séquence les vecteurs d'entrée. Voilà, donc on peut voir que on converge vers quasiment 100% de précision. Donc là, on peut comprendre qu'on a pu fractionner notre train d'impulsion qui est dans une relative grande dimension. On a pu le fractionner en petits vecteurs petit x de taille 16, ce qui nous a permis de quelque part reconnaître des fractions de double créneau ou de simple créneau et de les inscrire au fil des récurrences. Au fil des 32 récurrences, on les a inscrits dans notre vecteur caché, dans notre embeddings, et ce qui nous permet de réaliser une décision finale relativement simple, quelque part d'avoir un embeddings qui nous permet de comptabiliser les doubles trains, les doubles créneaux ou les simples créneaux. Et là, on montre que le système le dataset, le problème est résolu et beaucoup mieux généralisé finalement avec ce type de modèle par séquence. Un peu comme, mais d'une autre manière, un peu comme grâce aux couches de convolution. Maintenant, je vais vous proposer d'enchaîner sur notre dataset MIST, voir le comportement du GRU sur le dataset MIST. Donc voilà, je ne réexplique pas l'idée du dataset MIST. Je vais initialiser un modèle GRU finalement en lui passant les lignes de nos imagettes sous forme de séquence de 28 pixels, donc sous forme une séquence de lignes de 28 pixels. Voilà, et je vais choisir donc la capacité de notre vecteur caché ou de notre histoire ou de notre embeddings à 256. Voilà, et là je lance donc l'apprentissage. Alors bien sûr, j'ai pris soin de convertir les imagettes qui étaient encodées sous forme 2D de mémoire.
donc dans un format qui est adapté à notre réseau de neurones GRU, à notre modèle GRU, donc sous forme de séquence de lignes de 28 pixels. Voilà, donc j'exécute l'apprentissage. Donc voilà, on peut voir que le résultat est proche du résultat qu'on a pu obtenir avec les couches de convolution. Donc on préférera toujours pour le computer vision travailler avec de la convolution sur 2 axes. Mais on voit tout de même l'efficacité de ce modèle sur ce dataset assez simple. Sur les chiffres manuscrits, en les traitant, en les organisant en ligne, finalement on est capable également d'obtenir de bons résultats. Chaque ligne finalement est encodée dans l'historique des lignes est encodé dans un embeddings, et ce qui permet de réaliser à la fin une décision finale qui est assez performante. Donc ces modèles ont été beaucoup utilisés dans le traitement du langage, notamment pour réaliser la traduction d'une langue vers une autre langue. Donc on a utilisé des mots encodés sous forme d'embeddings. Donc c'est une projection des mots, on a pu extraire une projection des mots dans un espace vectoriel et utiliser ces embeddings et les traiter sous forme de séquences avec ce type de modèle pour encoder la sémantique d'une phrase finalement, donc de longueur variable dans un embeddings, et être capable de la décoder vers un autre langage. Voilà. Et progressivement, ces modèles ont été améliorés avec ce qu'on appelle un mécanisme d'attention, et aujourd'hui on arrive à réaliser de façon plus efficace l'équivalent de ces réseaux de neurones récurrents avec, grâce à la publication de Google qui s'appelle Attention is all you need. Ils ont totalement démontré que finalement seul le système d'attention est utile, et ils ont pu l'organiser d'une façon qui est beaucoup plus efficace au niveau de l'apprentissage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, ces modèles qu'on appelle, qui utilisent uniquement l'attention et traitent des problèmes, des informations en séquence, s'appellent des transformers. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ce qui est massivement utilisé dans le traitement du langage. Mais il est utile de rappeler le fonctionnement de la base du deep learning et cette notion de récurrence. Voilà, avant de décrire finalement le fonctionnement des transformers. Voilà, donc c'est tout pour cet épisode. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à poster un like ou un commentaire pour référencer la vidéo. Je vous dis à bientôt.